Alors, bienvenue à tous. On va débuter la présentation avec un mot d'introduction de la part du directeur des programmes santé mentale, dépendance et itinérance du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, Monsieur Jonathan Brière. Jonathan, je vous laisse la parole. Alors, bonjour, Jonathan Brière, je suis directeur des programmes de santé mentale, dépendance et itinérance pour le CIUS de l'Est. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour votre participation. Elle est très importante à mon sens. Là, on souhaitait souligner cette semaine toute l'importance de la Semaine nationale de sensibilisation aux maladies mentales, notamment en temps de pandémie. En effet, dans une enquête qui a été élaborée par Statistique Canada là, en collaboration avec l'Agence de santé publique du Canada pour mieux comprendre la santé mentale des adultes canadiens dans le contexte de pandémie, ils ont utilisé des données recueillies qui étaient de septembre à décembre 2020, puis on indique qu'environ un Canadien sur 5, là, c'est pas banal, 21 de 18 ans et plus ont eu des dépistages positifs pour au moins un des troubles de santé mentale évalués, comme par exemple le trouble dépressif majeur, des troubles d'anxiété généralisée et le trouble de stress post-traumatique. L'INSPQ aussi qui nous rappelle dans un récent papier, sur les effets de la pandémie, que la santé mentale est venue influencer par les expériences vécues tout au long de la vie. Le contexte de la pandémie, évidemment, vous le savez, là, ça engendre plusieurs bouleversements personnels, sociaux, plusieurs difficultés qui constituent autant d'expériences qui vont influencer la santé mentale actuelle de la population, mais aussi la santé mentale future. Les mesures qui visent les déterminants de la santé mentale, évidemment, seront particulièrement importants au cours de la phase de rétablissement post-pandémie pour réduire les inégalités sociales en santé au sein de la population québécoise. L'amélioration de la santé mentale, ça nécessite le déploiement d'un continuum d'interventions complémentaires en intégrant évidemment des actions individuelles, des actions visant à rendre les milieux inclusifs et bienveillants, mais aussi des politiques publiques favorables à la santé mentale et au bien-être. Donc, rapidement, la mission de l'Institut universitaire en santé mentale au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, bien évidemment, c'est d'être un leader dans l'excellence des soins et services, tout ce qui touche promotion, prévention, allant jusqu'aux services spécialisés, surspécialisés et au rétablissement. Les meilleures pratiques, l'innovation avec des pratiques de pointe, l'enseignement, la valorisation des stages et le transfert de connaissances, évidemment, dont des activités comme celle de ce midi avec un panel d'experts. Donc, je tiens à remercier le panel d'experts qui est là ce midi et le comité organisateur. Et je passe maintenant la parole à Valérie Coulombe, qui est APPR à la Direction de santé mentale, dépendance et itinérance pour le CIUS de l'Est pour la suite de l'animation. Merci tout le monde. Bon webinaire. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, il nous fait en effet très plaisir de vous accueillir en si grand nombre pour mettre en lumière, dans le fond, le travail des intervenants, des patients partenaires et des chercheurs en santé mentale pour vous inspirer à votre tour dans vos efforts pour contribuer à la santé mentale de tous. Donc, en effet, je suis Valérie Coulombe, agente de planification, programmation et recherche au bureau de la mission universitaire de la Direction santé mentale, dépendance et itinérance. Et je serai donc votre animatrice dans le cadre de cette activité. Nous allons maintenant débuter l'activité. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette activité de notre volet transfert de connaissances de la mission universitaire de l'Institut, qui a pour thème innovation en promotion, prévention et rétablissement pour la santé mentale de tous, dont les objectifs sont de sensibiliser les participants au concept de santé mentale, promotion, prévention et rétablissement selon une diversité de savoirs, qu'ils soient cliniques, expérientiels ou théoriques, présenter des initiatives permettant de soutenir la santé mentale de tous dans une approche éducationnelle inclusive et illustrer de quelle manière les usagers et leurs familles peuvent contribuer à l'organisation des soins dans une perspective de primauté de la personne en santé mentale. Avant de confier la parole à nos invités, j'aimerais remercier les divers collaborateurs qui ont permis que cette activité puisse voir le jour aujourd'hui. Nommons d'abord les panélistes qui seront avec vous aujourd'hui pour leur précieuse collaboration à l'organisation de l'activité. Également, l'équipe des communications du CIUS de l'Est ainsi que du Centre d'apprentissage santé et rétablissement pour leur soutien à la promotion de cette activité qui peut réunir non seulement des gens de Montréal, mais également de partout dans la province du Québec et même de l'étranger, comme j'ai pu le voir dans le chat. L'équipe audiovisuelle de la direction enseignement, recherche et innovation pour leur précieux soutien technique. Et un grand merci à vous tous, les participants à l'activité, pour votre intérêt envers le sujet et votre présence.
Nos panélistes d'aujourd'hui, je vous les présente rapidement et je vous présenterai une brève biographie de chacun d'eux au moment de leur laisser la parole. Donc, Catherine Briand, qui est professeure à l'UQTR et chercheure au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et cofondatrice du Centre d'apprentissage santé et rétablissement, ainsi que Mireille Bédard, qui est coordonnatrice adjointe et formatrice au Centre d'apprentissage santé et rétablissement et agente de projet au CIRIS, suivie de Evelyne Hull, qui est psychoéducatrice au CIUS de la Mauricie Centre du Québec et formatrice au Centre d'apprentissage santé et rétablissement. Edith Holot, qui est formatrice au Centre d'apprentissage et elle-même personne en rétablissement, ainsi que Jennifer Daak, conseillère cadre en santé mentale, pratique de pointe et innovation à la direction santé mentale, dépendance et itinérance du CIUS de l'Est. Nous terminerons la rencontre telle que prévue avec une période de questions-réponses en échange avec nos panélistes. Un mot pour préciser que les panélistes d'aujourd'hui déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel en lien avec cette activité. Alors, je laisse maintenant la parole à Catherine Briand, qui est professeure à l'UQTR, chercheure au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et cofondatrice du Centre d'apprentissage santé et rétablissement, ainsi que Mireille Bédard, qui est autrice, formatrice et conférencière qui s'implique dans différents organismes liés à la santé mentale depuis 2008. Elle collabore avec le Centre d'études sur le rétablissement, la réadaptation, le rétablissement et l'insertion sociale, et elle fait partie de l'équipe qui a mis en place le Centre d'apprentissage santé et rétablissement à titre de coordonnatrice adjointe et formatrice. Mireille a également publié un livre sur la dépression et le rétablissement, Vaincre la dépression, l'estime de soi au cœur du rétablissement. Mesdames, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Vous m'entendez bien? Parfait. Je suis Catherine Briand, il me fait plaisir d'être avec là aujourd'hui. Je suis accompagnée de Mireille Bédard. On a la tâche, je dirais, de vous présenter ce que c'est le Centre d'apprentissage santé et rétablissement. Donc, on va se partager l'animation, Mireille et moi, dans cette première partie de la conférence. Donc, il nous fait plaisir, Mireille et moi, de vous présenter cette belle aventure qui a commencé il y a quelques années de l'implantation et l'évaluation du premier Recovery College québécois qui s'intitule le Centre d'apprentissage santé et rétablissement. Pour vous mettre en contexte, le Centre d'apprentissage santé et rétablissement est le premier Recovery College québécois à portée provinciale. Donc, on offre des formations partout au Québec. Il s'agit d'un modèle innovateur qui a été développé en Angleterre et qui est axé sur l'apprentissage, donc qui met de l'avant une approche éducative, inclusive d'apprentissage où toutes les personnes, quelles qu'elles soient, ont accès à des formations sur le bien-être, le rétablissement, le mieux-vivre ensemble. Alors, bonjour. Alors, c'est ça, ce fameux centre d'apprentissage santé et rétablissement, c'est un modèle qui est basé sur le modèle Recovery College. Puis, en quoi on se distingue avec ce modèle-là? Entre autres, c'est que nos formations sont ouvertes à tous, gratuites, ce qui permet à tout citoyen d'y participer. Aussi, le savoir expérientiel est au cœur des apprentissages, mettant de l'avant le savoir issu de l'expérience. Nous avons aussi la coproduction et la co-animation des formations, jumelant un intervenant et une personne ayant vécu ou vivant avec un problème de santé mentale. Il y a également le principe de mixité des apprenants, ce qui valorise la diversité des savoirs et des expériences de tous et chacun. Il y a également le croisement des savoirs qui intègre les savoirs issus de la recherche, de la pratique clinique et de l'expérience de vie, savoir expérientiel. On crée un espace d'apprentissage inclusif et égalitaire, reconnaissant la différence et la valeur de chacun. Et enfin, il s'agit d'une pédagogie active qui favorise la participation et la collaboration de tous. Alors, sur quoi portent nos formations?
Les formations portent sur des sujets variés, tels que des thématiques, là, telles que le mieux-être, le mieux vivre ensemble, la santé mentale, bien sûr, la santé mentale au travail, la santé mentale des jeunes, des aînés, la stigmatisation, le rétablissement, les troubles mentaux courants et graves. En fait, concrètement, comment ça se passe? Nos formations se donnent sur 3 séances à raison de 2 heures par semaine, 3 semaines consécutives, ce qui totalise des formations de 6 heures. Chaque groupe d'apprenants réunit 12 à 18 personnes. Ça peut être et c'est une mixité, comme je le dis dans les principes, qui est très importante. Alors, on a des travailleurs de la santé, des travailleurs de l'éducation, des gestionnaires, des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale, des étudiants, des cégeps, des universités, des pères aidants, patients, partenaires. En fait, toute personne intéressée par la santé mentale, tout citoyen. Ici, selon nos apprenants, on a recueilli quelques commentaires et vous pouvez les lire en même temps que moi. Alors, ça leur permet d'acquérir de nouveaux outils utiles au quotidien, de peut-être mieux gérer leur stress, partager leur expérience, leur vécu, augmenter leur capacité d'adaptation, soutenir leur entourage, échanger avec des personnes d'horizons différents, se connecter aux autres et briser le sentiment d'isolement social. Ça leur permet aussi de bénéficier de la richesse des expertises diverses, d'élargir leur façon de percevoir les choses, aussi de réaliser l'importance du savoir issu de l'expérience et du vécu, enfin d'améliorer et de changer leur façon de faire. Nos apprenants ont d'ailleurs mentionné là, des hauts niveaux de satisfaction et combien ils appréciaient leur participation formation là, dans la dernière année là, de projet pilote. Donc, vous avez ici quelques statistiques de satisfaction. 95% ont apprécié la formation qu'ils ont suivie. 83% précisent que la formation a répondu à leurs attentes, que la formation leur a été utile à 84% et 84% recommanderaient les formations à leur entourage. Je me suis permis d'identifier un cours verbatim, là on en a plusieurs, mais intéressant de nos apprenantes. Moi, je suis séduite par cette formule-là du partage des savoirs, puis de cette façon de transmettre des connaissances. Ça me donne envie de suivre d'autres formations. Donc, c'est des commentaires qu'on reçoit beaucoup, où on est dans un mode de co-apprentissage et de partage et de croisement des savoirs. Et donc, dans des formations où on utilise des pédagogies actives, donc c'est souvent assez stimulant et différent des formations habituelles. Quelques résultats de recherche parce que nous avons documenté les retombées de notre projet pilote en ligne de la dernière année. Amélioration du niveau d'anxiété des apprenants, activation des stratégies d'autorégulation et d'autogestion, donc les gens activent ou réactivent les stratégies au niveau des habitudes de vie, au niveau de la recherche d'aide, au niveau de différentes choses dans leur quotidien qui peuvent les aider à mieux gérer le stress, par exemple. Donc, une réactivation de ces stratégies-là, une amélioration du pouvoir d'agir, une tendance au niveau statistique d'une amélioration du pouvoir d'agir, changement dans les attitudes anti-stigma, donc une plus grande ouverture envers les autres, envers la différence, et un changement en matière d'autodivulgation et de recherche d'aide. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les gens, après la formation de 6 heures, en fait, la formation les amène à réfléchir à leur propre vulnérabilité et peut-être à reconnaître pour eux-mêmes cette vulnérabilité et d'en parler avec les autres, donc oser autodivulguer nos vulnérabilités de santé mentale et une augmentation de la recherche d'aide. Donc, on sait que la stigmatisation explique une grande quantité de non-recherche d'aide de la part de toute personne. Donc, pour nous, c'était mission accomplie, c'est-à-dire de lutter contre cette stigmatisation-là qu'on se fait à nous-mêmes et qu'on fait aux autres là, pour se soutenir collectivement et s'entraider et aller chercher de l'aide pour nous-mêmes. Donc, des résultats fort intéressants, très encourageants et qui nous amènent à poursuivre cette année le projet de recherche avec une année complètement remplie de formations.
cet automne, la session d'hiver et la session printemps prochain également. Des résultats qui rejoignent les travaux des chercheurs internationaux en matière de Recovery College. Donc, quand on met ensemble l'ensemble des études internationales sur le modèle Recovery College, on peut identifier plusieurs choses, que c'est un modèle qui améliore le bien-être, c'est un modèle qui améliore les habiletés d'autogestion, la capacité de prendre soin de soi et d'aller chercher du soutien. Donc, on voit que c'est cohérent avec nos données à nous. Amélioration des connaissances en matière de santé mentale et de rétablissement. Amélioration des connaissances envers soi-même, mieux se connaître, connaître ses forces et vulnérabilités. Aussi assez cohérent avec nos données. Amélioration du pouvoir d'agir. Diminution des préjugés et des attitudes stigmatisantes. Valorisation du savoir expérientiel. Le savoir expérientiel est au cœur de nos apprentissages et de cette construction du modèle. Et ça nous amène à mieux le reconnaître à sa juste valeur. Et adoption de pratiques axées vers le rétablissement et remise en question de la conception traditionnelle du rétablissement. Donc, à la fois des citoyens, à la fois des personnes qui vivent avec des problématiques de santé mentale, à la fois des étudiants universitaires de cégep, à la fois des gestionnaires de ressources humaines et à la fois des intervenants qui travaillent dans nos réseaux de la santé et qui travaillent en santé mentale, viennent bénéficier à la fois pour eux-mêmes ou pour leur métier des formations Recovery College. Évidemment, nous sommes très fiers du chemin qu'on a parcouru là, dans l'implantation du modèle Recovery College au Québec. Ça fait depuis déjà 6 ans qu'on travaille à la mise sur pied du Centre d'apprentissage santé rétablissement en collaboration avec plusieurs partenaires. Donc, je tenais quand même à mentionner que c'est un travail de partenariat qu'on dit santé, éducation, société, parce qu'on a des partenaires qui viennent de ces différents secteurs d'activité. Plus de 15 partenaires financiers. La formation continue hors campus de l'UQTR, le CIUS, évidemment, de l'Est de Montréal, qui est un de nos partenaires principaux, CIUS Maurice Centre du Québec, l'Association canadienne pour la santé mentale de Montréal, Père aidant réseau de la QRP, Réseau avant de craquer, le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, la Société québécoise de la schizophrénie. Je pourrais ajouter à ça le département d'ergothérapie de l'UQTR, le Cégep Édouard-Montpetit, et plusieurs partenaires autres là, que je n'ai pas mentionnés, à la fois des secteurs communautaires, citoyens, entreprises privées. C'est un centre à portée provincial, je vous l'ai mentionné plus tôt, qui offre principalement actuellement, en raison de la COVID-19, des formations en ligne, mais qui souhaite bien à l'hiver 2022 ou printemps 2022 aller revenir vers des formations en présence, donc avec une programmation de formation en ligne et en présence dans plusieurs lieux d'éducation à travers le Québec. Alors voilà, donc pour terminer cette présentation, on va vous donner quelques chiffres. Alors, c'est quoi le centre d'apprentissage en chiffres? Ben, le premier, il est quand même impressionnant, c'est 1000 apprenants qui sont prévus pour la prochaine année. D'ailleurs, là, pour déjà la session d'automne, ça entre beaucoup en ce moment. Il y a eu 334 apprenants dans la dernière année. Alors, les sessions pilotes qu'on a fait à l'automne 2020 et au printemps 2021. 115 participants à la recherche, puisque, comme Catherine l'a expliqué, nous, on a une recherche qui est affiliée dès le départ, qui a été affiliée au projet d'implantation de ce centre-là. 60 formations prévues pour la prochaine année. 30 formations qui sont déjà faites, 25 formateurs et formatrices actifs, 15 partenaires financiers dont vous a fait mention Catherine plus tôt, 6 blocs de formation par année et enfin 2 formats de formation, comme le disait Catherine aussi, en ligne, en présentiel. Pour l'instant, on est seulement en ligne et on croise les doigts, comme tout le monde, je pense ici, que la COVID soit une histoire du passé, qu'on puisse revenir enfin en chair et en os, tout le monde ensemble. Puis le dernier chiffre qui est pas le moindre, même si c'est juste un, c'est vrai que c'est une superbe équipe que celle du centre d'apprentissage. Donc, on va remercier, moi je suis fière et heureuse de faire partie de cette équipe qui forme le CASR et on voudrait me remercier vous les auditeurs, les auditrices qui êtes venus assister à ce webinaire-là. On espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus. Et on remercie aussi nos partenaires qui sont mentionnés ici dans la diapositive, qui sont très importants pour plusieurs aspects du développement et de l'implantation. Et enfin, pardon, un petit chat dans la gorge. C'est ça, vous avez le
le lien pour nous joindre si vous voulez aller sur notre site web, si vous voulez en savoir plus et s'il y en a qui veulent s'inscrire éventuellement. Il faut dire qu'en ce moment, on est plus dans des formations avec nos partenaires, donc on n'a pas beaucoup de disponibilité pour l'externe en ce moment, mais c'est ce qu'on vise à moyen et long terme, de voir ouvrir nos portes à toutes et tous parce qu'il y a vraiment un grand intérêt qui est manifesté en Catherine. Je pense qu'on est victime de notre succès, là. Exact. Peut-être pour vous dire, si vous souhaitez suivre une formation cet automne, il reste quelques petites places, soit que vous interpellez directement là, Agnès Mottier, la coordonnatrice du centre. On peut aussi, on a beaucoup de gens qui se mettent sur des listes d'attente, donc on peut là aussi mettre des gens sur les listes d'attente pour en janvier, février et sessions à venir. Principalement pour être sûr d'avoir une place, idéalement, il faut passer par un de nos partenaires. Donc, si vous êtes un client, un intervenant, un membre du personnel du CIUS de l'Est de Montréal, le CIUS de l'Est de Montréal est un partenaire, donc c'est facilité pour vous. Et Agnès, Catherine vient de mettre dans la zone de discussion son adresse courriel. Elle est également sur le site web du centre. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, aucun souci. Tous nos partenaires sont sur notre site web. Donc, si vous êtes en contact avec un des partenaires, que ce soit le réseau Avant de craquer pour les familles, que ce soit Père aidant réseau, que ce soit le CIUS Maurice-Centre du Québec ou le CIUS de l'Est, que ce soit un de nos partenaires communautaires, bien, en passant par eux, vous serez privilégié dans l'accès à nos formations complètement gratuites. Et si vous voulez devenir formateur, vous pouvez aussi lever la main et dire oui, je serais intéressé à devenir formateur. On prend aussi en note les gens qui sont intéressés à devenir formateur. Un des premiers critères pour devenir formateur, c'est d'être venu suivre une formation à titre d'apprenant. Donc, je vous dirais que la première chose à faire, c'est probablement devenir comme apprenant au sein du Centre d'apprentissage santé et rétablissement. Il y a même eu dans la zone de discussion, Catherine, une demande de devenir partenaire de Vox Québec, qui est une nouvelle appellation d'un groupe qui a déjà existé, mais c'est par et pour des gens en santé mentale. Ça va nous faire plaisir, donc, communiquer avec nous. Merci beaucoup à vous, Catherine Briand, Mireille Bédard. Nous allons maintenant poursuivre avec une co-formatrice du Centre d'apprentissage santé et rétablissement, qui est Mme Evelyne Hull, qui est psychoéducatrice spécialiste en dépendance pour l'équipe de suivi intensif dans le milieu à Drummondville, qui soutient les personnes présentant des troubles mentaux graves. Elle a aussi travaillé en itinérance ainsi qu'en prévention du suicide. Plus récemment, elle a élaboré, animé et évalué un programme de gestion de l'anxiété en contexte de dépendance dans le cadre de sa maîtrise. Un programme qui est maintenant offert dans quelques centres de réadaptation en dépendance de la Mauricie, Centre du Québec. Finalement, elle a participé à l'élaboration de la formation concernant la schizophrénie pour le Centre d'apprentissage santé et rétablissement. Alors, Evelyne, la parole est à vous. Merci Valérie. Bonjour à tout le monde. Je ne vous vois pas, mais je sens qu'on est plusieurs à voir le nombre de participants. Donc, comme elle a dit, moi, je travaille, je suis psychoéducatrice au CIUS MCQ et formatrice à la première cohorte là, au niveau du centre d'apprentissage pour la formation concernant la problématique de la schizophrénie. Cette implication-là a découlé, en fait, de ma passion pour mon travail. En fait, c'est que mon travail est une passion à la base. J'ai toujours souhaité travailler pour diminuer la stigmatisation, favoriser l'inclusion des personnes qui présentent toutes sortes de problématiques, peu importe, là, qui vivent avec des problématiques dans leur vie, mais de normaliser puis de les inclure le plus possible dans la société. Pour moi, c'est vraiment important. Et mon implication au centre d'apprentissage visait ça, en fait. Ma posture d'entrée versus ma posture d'aujourd'hui a évolué avec le temps, dans le sens où, quand je me suis fait présenter le projet, c'était dans le but de justement mixer les trois savoirs, savoir expérientiel, savoir pratique et théorique. Donc, dans ma perception, j'arrivais avec, je me considère loin d'être une experte là, en santé mentale pour les troubles mentaux graves, mais j'arrivais dans ma tête avec ce chapeau-là qui était le savoir pratique, théorique, plus
plus expert de la problématique, pour finalement me rendre compte que c'était vraiment pas ça mon rôle au sein de ces formations-là. Mais plus, en tout cas, maintenant, ma perception de ce rôle-là, c'est vraiment de faire briller le savoir expérientiel, puis de démontrer toute la force de la mixité de ces savoirs-là, puis que finalement, on pense en savoir beaucoup quand on va à l'université ou quand on va au cégep, ou des choses comme ça. Puis finalement, quand on arrive à côtoyer des gens qui vivent de l'intérieur, dans le fond, le type de travail qu'on fait, on se rend compte que finalement, on connaît peut-être moins de choses qu'on pensait à la base, puis que c'est intéressant aussi de voir justement de l'intérieur la perception des gens. Là, je pense que dans le cadre du centre d'apprentissage, on appelle ça aussi des patients partenaires, mais tu sais, les personnes qui vivent avec le thème qu'on aborde, qui vivent au quotidien avec ça. Puis les proches aussi, parce que finalement, moi, ça m'a amené aussi à côtoyer une personne qui, dans le fond, ma co-formatrice, c'est une personne qui est une proche de gens qui vivent avec la schizophrénie. Fait que ça m'a permis aussi de voir un peu la perception des proches du travail qu'on fait. Puis aussi, ça m'a permis de voir toute la richesse de ce savoir-là expérientiel qu'on néglige peut-être des fois en tant qu'intervenant, pas parce qu'on trouve pas ça important, mais parce qu'on arrive avec quelque chose de peut-être préformaté un petit peu dans notre approche. Fait que ça m'a permis ça, en tout cas, de m'impliquer au centre d'apprentissage. Évidemment, par la bande, ça m'a fait me remettre en question aussi en tant que professionnelle. Mon approche avec les gens avec qui je travaille maintenant est différente, plus ouverte possiblement. Pourtant, je me considérais à la base quand même comme quelqu'un d'ouvert. Mais maintenant, je suis plus dans l'approche justement d'intégrer la personne, peu importe où est-ce qu'elle est rendue. Puis c'est sûr que là, moi, mon expérience, c'est plus en lien avec les gens qui ont une schizophrénie ou une bipolarité, mais peu importe le stade de la maladie, où est-ce que la personne est au moment où je la rencontre, c'est de l'intégrer quand même dans ce qu'on va faire, puis de voir, elle, ce qu'elle souhaite. Parce que des fois, c'est insidieux, on s'en rend pas compte, puis finalement, on est en train de lui imposer quelque chose que la personne ne souhaite pas nécessairement. Ça m'a encouragée aussi à avoir un lien vraiment plus égalitaire. Je me considérais pas quelqu'un qui se positionnait plus haut que les gens avec qui je travaillais, mais reste que des fois, dans notre approche, dans des petits gestes insidieux, on se rend compte que finalement, on se positionne pas nécessairement, ou la personne ne nous perçoit pas de façon égalitaire. Mais maintenant, c'est vraiment mon approche de dire, t'es l'expert de ce que tu vis. Maintenant, ça va m'aider à pouvoir, moi, te soutenir dans ce que tu vis actuellement. Donc, de partir vraiment de son expertise d'elle-même, parce que c'est la personne puis ses proches qui la connaissent vraiment le plus, ça m'a permis de remettre ça de l'avant dans ma pratique. Sinon, je dirais que ça m'a aussi permis de respecter peut-être un peu plus le rythme des gens parce que de par, peu importe le type de service qu'on offre, des fois, on a un nombre de rencontres limite. Moi, c'est pas mon cas nécessairement dans le cas du CIM ou du SV, mais reste que des fois, on respecte pas tout à fait le rythme parce qu'on veut répondre à une norme ou quelque chose. Maintenant, ça m'a permis de dire, ben écoute, on va tasser le papier pour dire où est-ce que tu es rendu en ce moment, puis c'est quoi ton désir. Puis ensuite, on verra peut-être plus pour aller vers la bureaucratie, en fait, là. Sinon, ma participation au centre d'apprentissage visait aussi, dans le fond, à favoriser la diminution, comme je disais, d'entrée de jeu, la stigmatisation, en favorisant quand même une meilleure compréhension de la population en général de ce que les personnes vivent dans ce type de situation-là ou de problématiques-là qu'elles vivent. Pour moi, ça, c'est vraiment important de diminuer ça parce que des fois, la vision qu'on a des gens qui, par exemple, présentent une schizophrénie, c'est la vision médiatisée de ça, puis c'est ce qui est totalement faux. Fait que pour moi, c'était vraiment important de revenir un peu mettre les pendules à l'heure par rapport à ça, puis c'est à ça que ça servait un peu mon implication en lien avec le centre d'apprentissage. Sinon, je pense que ça a permis de façon générale pour moi, en tout cas, de devenir une meilleure intervenante, puis de donner des formations différentes, parce que je me suis rendu compte que justement, le savoir pratique servait vraiment à... En fait, la théorie qu'on donne dans le cadre de nos formations est accessoire à faire émerger les savoirs des gens, les savoirs expérientiels, le savoir théorique, le savoir pratique, à les faire émerger. Fait que la théorie
d'entrée de jeu, c'est accessoire. C'est comme ça que je le vois, alors qu'à la base, quand on a monté la formation, moi et ma coéquipière, malgré qu'elle, c'était une personne qui était une proche de personnes en santé mentale, on était parti sur une lancée, sur presque un cours universitaire, alors que finalement, on s'est rendu compte que c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de se servir de ça pour faire émerger les autres savoirs. Puis c'est là que toute la richesse des échanges prennent forme. Puis autant qu'intervenant que personne de la population, que personne qui présente la problématique, ben ça nous permet de comprendre un peu mieux la réalité de l'autre, parce que dans une situation, il n'y a pas juste une perception, tout le monde a sa perception de la situation, ce qui nous permet un peu d'avoir, moi j'ai l'impression que les formations au centre d'apprentissage nous permettent de voir un peu les sujets en 3 dimensions plutôt que les voir en 2 dimensions. Ça nous permet de voir vraiment tous les angles de chaque sujet qu'on aborde. Donc, c'est à ça que ça m'a servi de m'intégrer, de m'impliquer dans le centre d'apprentissage. Pour moi, je suis rendue une meilleure intervenante, puis d'un certain point de vue, une meilleure personne aussi, plus ouverte, plus égalitaire avec les autres, qui porte attention puis qui donne une importance au savoir de l'autre, au-delà de ce que moi je connais théoriquement puis de ce que les balises me disent. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le centre d'apprentissage. Merci beaucoup, Evelyne. Alors, je vous invite, pendant que les panélistes font leur présentation et leur témoignage, à continuer à nous poser vos questions qu'on va pouvoir recueillir pour le panel tous ensemble au terme des présentations. Nous allons poursuivre avec Madame Edith Aulotte, qui est formatrice également au Centre d'apprentissage santé et rétablissement et elle-même une personne en rétablissement. Alors, elle va nous parler de son expérience également de coformatrice. Edith, la parole est à vous. Merci. Merci. Alors, je me présente, je m'appelle donc Edith Aulotte, j'ai 53 ans et je suis formatrice au Centre d'apprentissage santé et rétablissement. Et comme vient de le dire Valérie, je suis aussi donc en rétablissement. Il y a 9 ans, j'ai eu un diagnostic de dépression majeure sévère suite à du harcèlement administratif. Pour vous donner une idée de l'état dans lequel je me trouvais, lorsque l'on casse un miroir en morceaux, on peut toujours se dire qu'on va le recoller. Maintenant, quand on le réduit en poussière, il me semble logique qu'on ne peut pas recoller de la poussière. Je compare souvent ma dépression à une sorte d'AVC parce que je n'avais plus de mémoire. J'avais de la difficulté à m'exprimer, à me situer dans l'espace environnant. Je ne lisais plus car je ne comprenais pas ce que je lisais. Je voyais les lettres, mais je ne comprenais pas ce que disaient les mots. Lorsque le téléphone sonnait, j'étais pétrifiée de peur. Je ne comprenais pas une tâche aussi simple que tenir une casserole pour verser des légumes dedans. Je préciserai que j'étais pas sous anxiolytique, mais sous antidépresseur. Pendant toutes ces années, j'ai suivi différentes thérapies, assisté à plusieurs ateliers comme la gestion des émotions, le stress post-traumatique, thérapie comportementaliste. J'ai rencontré plusieurs intervenants au sein du milieu de la santé. J'ai fait différentes activités à l'hôpital Douglas. Entre autres, il y avait du jardinage, puis de la poterie. Je faisais tout cela en disant bonjour, merci, au revoir, évidemment. Je souriais si nécessaire. Je pouvais quitter ma thérapeute avec le sourire alors que je venais de vivre d'atroces crises de panique et qu'à l'intérieur, je me sentais détruite. Dans ma famille, la règle, c'était de rester poli, hein. Donc bien élevé quoi qu'il se passe. J'étais donc un vrai petit soldat qui était même pas capable, là, à ce moment-là, de faire 2 pas. Pendant toutes ces rencontres, tous ces ateliers, toutes ces rencontres, ça a été quand même très utile pour mon rétablissement. Pas de façon linéaire, parce qu'il faut du temps pour intégrer les données et les pratiquer. Il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Quand je vous parle de 9 années de parcours, c'est énorme. Pour moi, le plus significatif, c'est que je suis en vie aujourd'hui et je vous parle. Mais il s'est écoulé 9 ans. Ça fait peur.
Ça fait vraiment peur. Surtout quand on se dit on est très loin de la fourchette, il y a eu un changement dans le milieu de la santé, puis il y a eu une fourchette de 1 ou 2 ans maximum comme suivi plus tard. Là, c'est ce qui a été instauré. Je me dis que moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu rencontrer autant d'intervenants et avoir autant de présence à mes côtés. Une fois encore, c'est ce qui fait que je suis en train de vous parler. Il y a 3 ans, une intervenante m'a parlé du centre d'apprentissage santé et rétablissement. Elle m'a conseillé de postuler pour suivre la formation de formatrice parce qu'elle trouvait que, en écoutant mes témoignages sur la dépression, elle arrivait à mieux comprendre le cheminement de certains de ses clients. Quand elle m'a envoyé le courriel pour me dire que je pouvais postuler, j'ai même pas pu le lire en diagonale. J'étais effrayée, j'ai eu des crises de panique. La décision de postuler a été très difficile à prendre. C'était comme sauter dans le vide à chaque fois. Cependant, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mon entourage, de ma conjointe, et j'ai mis en place les outils que l'on m'avait enseignés. Et j'ai senti qu'en dehors de foncer contre un mur et en terminer là, un autre choix se présentait, me permettant peut-être de tourner la page. Un événement majeur qui s'est produit aux entretiens que j'ai eus lors de la sélection. L'écoute, l'ouverture d'esprit, la gentillesse, le respect dont ont fait preuve les personnes de la sélection a donné souffle à une chose qui avait complètement disparu de ma vie, l'estime de soi. Cette flamme que je croyais morte à jamais a rejailli, presque invisible, mais tellement chaude. C'est incroyable, mais alors que plus rien ne me faisait vibrer, je me suis retrouvée à ébaucher un sourire, à siffloter, je crois, ou à chantonner pendant quelques minutes. J'en revenais pas moi-même. Timidement, une porte venait enfin de s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Tout ce que mes précédents intervenants avaient semé commençait à germer, à prendre forme. C'est tout ce travail qui me permettait d'être là, de postuler et de ne pas lâcher. Il est évident que je ne serais pas là sans le centre d'apprentissage en santé et rétablissement. Je ne serais pas là au niveau où j'en suis dans mon rétablissement. Être accepté avec mon problème de maladie mentale, c'est déjà énorme en soi. Mais ce qu'il est encore plus, c'est que j'existe à nouveau. Je suis tout court. J'ai le droit d'être moi, indépendamment de ma maladie mentale, d'où d'ailleurs la possibilité du rétablissement. Être formatrice au centre d'apprentissage santé et rétablissement, c'est aussi faire partie à nouveau de la société, d'être reconnue en tant qu'individu à part entière, en tant qu'une personne non pas victimisée, mais une personne forte, avec un bagage expérientiel qui peut aider les autres, tous les autres, patients, pères aidants et intervenants. Je peux échanger avec des participants sans avoir honte de mon parcours, découvrir d'autres expériences. Ce partage, j'ai pu le voir à l'œuvre et mesurer son impact sur des personnes, des patients que je rencontrais à l'hôpital Douglas, dans l'échange que l'on avait. Dans cette misère qu'est la souffrance, avoir quelqu'un près de soi qui connaît ou a connu le même parcours, ça soulage parfois, ça réconforte, ça donne espoir à d'autres lendemains. Mes collègues formateurs sont des équipiers nécessaires qui apportent leur propre savoir et cet échange permanent des différents savoirs cliniques, théoriques et expérientiels ouvre, selon moi, de nouveaux chemins à une meilleure compréhension de la santé mentale. Ce partage de savoir m'enrichit et je peux enfin rendre à tous ces intervenants que j'ai rencontrés ce qu'ils m'ont donné si généreusement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Edith. On voit quelques messages passer dans les conversations, là, comme quoi votre message a beaucoup touché les participants. Merci encore.
Alors, nous allons pouvoir poursuivre avant de vous réentendre dans le cadre du panel d'échange avec Madame Jennifer Dahak, qui est doctorante en santé publique, option organisation des soins à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et détentrice d'un baccalauréat en gestion publique et d'une maîtrise en administration des services de santé. Jennifer Dahak œuvre dans le réseau depuis plus de 10 ans et ses intérêts de recherche se situent sur les réformes en santé mentale, les soins partagés, l'accès aux services en santé mentale. Elle est conseillère cadre en santé mentale aux pratiques de pointe et à l'innovation à la direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance du CIUS de l'Est. Et elle a travaillé sur le dossier de la primauté de la personne dans la dernière année. Elle viendra donc mettre la table entre les liens entre promotion, prévention et rétablissement dans les soins et services en santé mentale. Jennifer, la parole est à vous. Alors, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis salutations à l'ensemble de la communauté virtuelle comme telle. Aujourd'hui, là, en mon nom personnel, puis au nom de la Direction santé mentale, dépendance et itinérance du CIUS de l'Est de l'île, on vous accueille à ce webinaire, puis on complète un peu la présentation de l'innovation qui vous a été présentée subséquemment par le dossier Primauté de la personne. Assurément, dans un mandat d'Institut universitaire en santé mentale, comme le détient l'IUSMM, il est important d'assurer un transfert de connaissances, mais aussi d'être très dynamique en termes de recherche, pratique de pointe, innovation, enseignement. Donc, c'est un peu aussi dans cette mouvance-là qu'on vient aussi vous présenter ces travaux qui vont être une lecture un petit peu différente du dossier Primauté de la personne, justement compte tenu des innovations qu'on souhaite y intégrer comme telles. Parfait. Donc, un petit clin d'œil sur quand même la Semaine nationale de sensibilisation aux maladies mentales. Donc, on vous invite aussi à partager, on va dire ça, le hashtag en bon français, le SSMM 2021 pour faire partie de la plus grande conversation possible sur le web à ce sujet-là. Comme vous savez, en fait, quand on parle du dossier primauté de la personne, on parle aussi de la santé mentale de tous. Donc, assurément, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Selon l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale, 54% des Canadiens déclarent avoir fait face à des problèmes de santé mentale pendant la pandémie. C'est pas surprenant. 42% d'entre eux estiment que cette pandémie-là aura un effet permanent ou durable sur leur santé mentale comme telle. Un Canadien sur 3 sera atteint d'un problème de santé mentale au cours de sa vie. Chaque semaine, au moins 500 000 Canadiens comme tels s'absentent du travail pour des raisons de santé mentale. Et aussi, le fardeau économique est important. Il s'élève à 51 milliards de dollars par année au Canada, ce qui inclut bien sûr les coûts en services de santé, mais aussi en perte de productivité et en réduction de la qualité de vie. Donc, il est de plus en plus important là, qu'on l'adresse, et puis cette semaine-ci ne fait pas exception comme tel. Le dossier primauté de la personne, en fait, s'inscrit dans une série de réformes en santé mentale au Québec. Donc, on a eu plusieurs plans d'action en santé mentale qui se sont succédés, des plans généralement quinquennaux sur 5 ans qui un peu orientaient le réseau de la santé. Et dans le dernier plan d'action en santé mentale 15-20, aussi est sorti un plan d'action sur la primauté de la personne dans l'organisation et la prestation des soins et services. Donc, le plan d'action ministériel sur la primauté visait à accompagner les établissements, à s'assurer que les établissements, dans le fond de santé et services sociaux, se mettent en action pour assurer des projets, des programmes qui permettent aux personnes utilisatrices de services d'exercer pleinement leur citoyenneté dans le réseau et de reconnaître les membres de l'entourage comme des partenaires incontournables. Bien sûr, les différentes réformes en santé ont amené ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation qu'on connaît bien, mais aussi tout ce qui s'ensuit, donc la hiérarchisation des soins, la réflexion sur les soins de proximité en santé mentale, les soins spécialisés, surspécialisés, comment on y accède, etc. Et parmi ça aussi, comment on met la personne en fait au cœur de ces interventions-là. Donc, le plan d'action primauté de la personne veut tenir en fait au bout du compte là,
tenir compte des points de vue, des capacités des personnes utilisatrices de services, favoriser leur participation, celle de leur entourage aussi, surtout voir la personne dans son ensemble. Donc, la santé mentale globale, c'est aussi la santé globale, c'est sa situation bio-psychosociale. Donc, le ministère a orienté un peu les réflexions sur 5 axes. Donc, la primauté de la personne, c'est à la fois le respect des droits et des recours des personnes utilisatrices de services dans le réseau de la santé. C'est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination au sujet de la santé mentale. C'est la mise en place aussi de soins et services axés sur le rétablissement, non seulement le rétablissement comme tel, plus d'une perspective clinique, mais aussi comment l'organisation des soins permet un rétablissement comme tel de la personne. La reconnaissance et le soutien de l'implication des membres de l'entourage, puis au final, la participation active des utilisateurs de services et des membres de l'entourage dans la planification et l'organisation des soins. La primauté de la personne, ça veut dire quoi? C'est mettre la personne en premier, au cœur des interventions, au centre des interventions, autour des interventions, partout en fait. Là, donc, on va dire ça comme ça. C'est aussi de regarder la primauté de la personne sous différents axes. Donc, oui, le rétablissement. Donc, que le rétablissement soit, par exemple, personnel, c'est un mot englobant, mais le rétablissement a aussi une dimension clinique, donc la rémission des symptômes, une dimension fonctionnelle, donc le retour à l'emploi, le retour aux études, l'indépendance, une dimension sociale, reconnecter avec ses amis, sa famille, etc. Et assurément une dimension physique, donc ce qu'on appelle la santé globale, l'amélioration aussi des saines habitudes de vie, de l'ensemble de la population et une dimension existentielle, donc la recherche un peu là, du but à la vie, une dimension spirituelle assurément aussi dans certains cas. Donc, c'est ce qu'on appelle le rétablissement personnel. Ça fait partie du dossier de la primauté de la personne. La primauté de la personne, c'est aussi des partenariats dans la communauté, le par et pour, la co-construction, la participation, c'est les approches axées sur les forces, les thérapies aussi dites alternatives, donc non pharmacologiques. C'est aussi tout le pan de la lutte à la stigmatisation, l'auto-stigmatisation, la discrimination, la lutte aux inégalités sociales, la pleine citoyenneté, les droits et les recours. Donc, c'est un paquet de trucs au quotidien qu'on rencontre au quotidien, soit comme intervenant, comme patient ou encore comme proche. La démarche primauté de la personne au sujet de l'Est de l'île, c'est une démarche qui date quand même des tout débuts quand le ministère a lancé le plan de primauté de la personne en 2016. La direction santé mentale, dépendance et itinérance de l'époque déjà était en action. Il y avait un premier plan d'action qui a été produit en 2017. C'est l'affaire de tous, hein, donc c'est vraiment une vision qui est un peu décomplexée, décentralisée, près des usagers et de leurs familles, à l'écoute des opportunités du milieu. Il y a une force de partenariat aussi, donc on voit la primauté de la personne et les travaux de la primauté dans toutes les coordinations. C'est pas un dossier qui est nécessairement centralisé comme tel, tout le monde y participe. On y réfléchit aussi autrement à travers l'intégration des projets de recherche, de l'innovation, des liens soins et recherche dans le cadre de notre désignation d'institut. On avait aussi une nécessité de relancer un peu le plan primauté de la personne en contexte de pandémie également, et notamment du fait que le plan d'action en santé mentale intersectoriel, cette fois-ci, est toujours en attente. Donc, on s'est dit qu'en attendant, on devait aussi faire une mise à jour de notre démarche comme telle et de se mettre en action nonobstant. Donc, quels sont les principes directeurs là, qui ont guidé l'élaboration du plan transitoire de la primauté de la personne sus de l'Est? C'est l'amélioration continue de l'expérience de soins et de la qualité de vie des personnes utilisatrices de services. C'est aussi de s'assurer d'avoir un leadership fort et transformationnel d'instituts, d'intégrer les meilleures pratiques comme telles, d'assurer un transfert de connaissances, notamment ce qu'on fait aujourd'hui. Catalyser, faire converger les forces vives du terrain, puis inclure là-dedans l'ensemble de la communauté comme telle, donc les organismes communautaires, la table de santé mentale de l'Est, l'ensemble des partenariats qu'on a en éducation, en enseignement, et aussi, bien sûr, notre partenaire incontournable qui est la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. On voulait aussi offrir une réponse agile dans le cadre de la pandémie comme telle et l'adaptation à nos différents contextes dans la direction. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'axe 1 comme tel, au niveau du respect des droits et des recours dans le réseau?
On poursuit la promotion des droits dans le réseau comme tel avec la sensibilisation par l'information et la formation, puis par une proximité aussi avec Action Autonomie, qui est le groupe régional de promotion et défense de droits en santé mentale de notre territoire. On a des liens privilégiés avec aussi le comité des usagers de l'Institut, avec qui il y a eu des rencontres presque hebdomadaires pendant la pandémie aussi pour soutenir la réflexion au niveau de la primauté de la personne dans les services, malgré un contexte difficile. Faire des liens aussi avec les projets de recherche, ce qui constitue aussi l'originalité de cette relecture primauté, donc notamment en psychiatrie légale, de comprendre un peu la situation, ce que vivent les personnes qui sont judiciarisées, qui ont aussi une problématique de santé mentale à travers différents projets de recherche qui nous sont amenés. Pour ce qui est de la lutte à la stigmatisation, en fait, on a développé une offre de formation très particulière, une formation qui s'appelle « Travailler dans un hôpital de soins psychiatriques », qui est principalement dédiée à de nouveaux employés et puis à des employés qui ont plus une fonction administrative. Donc, à l'Institut, on a des directions soutien, comme la direction des ressources humaines, des finances, qui sont intramuros. Donc, l'idée, c'était aussi de les sensibiliser là, à l'environnement de travail comme tel et quelques notions de pacification et de littératie en santé mentale. De débuter une démarche aussi de réflexion sur la psychiatrie transculturelle. Vous savez, le CIUS de l'Est de l'île de Montréal est un territoire multiethnique et nous avons une préoccupation très importante d'apprécier les enjeux d'appropriation culturelle, de stigmatisation et de discrimination, notamment en santé mentale. Donc, on a des leaders psychiatres, notamment là, dans la communauté haïtienne, entre autres, mais pas seulement, dans la communauté aussi italienne, etc., qui composent notre territoire, qui sont très actifs à cette réflexion-là. Et l'idée, c'est de regarder ensemble comment développer une formation sur l'appropriation culturelle en santé mentale spécifiquement et une ETMI, donc une évaluation des technologies et des modes d'intervention pour voir à ce qu'on soit connecté là, aux meilleures pratiques dans ce champ-là, qui est un champ qui évolue très rapidement. Pour ce qui est de l'axe 3, donc le rétablissement dans les soins et services, eh bien, vous avez vu tout le partenariat aussi qu'on a eu avec professeure Catherine Briand au niveau du centre d'apprentissage santé rétablissement. Donc, on a aussi d'autres projets en cours, notamment le projet à portée de main de professeur Briand également, là, qui est dans le fond l'appropriation des outils technopédagogiques sur le rétablissement puis ses composantes. Là, la première mouture avait été faite avec le CNESM à l'époque, donc la fameuse bibliothèque très, très complète en ligne. Et l'idée, c'était de la descendre dans les équipes puis de s'assurer que les équipes puissent l'utiliser au maximum, notamment au niveau de l'hébergement, parce qu'on sait qu'il y a des besoins là. Donc, nos regards sont là-dessus également. Agir en parallèle sur les développements des activités thérapeutiques, notamment par l'art-thérapie, nos collaborations avec les impatients, la SQS, qui sont très importants, le soutien par le théâtre, tout ce qui s'est fait autour des pièces de théâtre du TNM, la troupe des artistes anonymes, aussi à la clinique externe des troubles psychotiques de l'Institut, l'orthithérapie, donc la thérapie par le jardinage, donc l'horticulture, les programmations aussi cliniques qui sont orientées vers toutes sortes d'activités rétablissement, la consolidation de la paire aidance. On est un établissement qui accueille des stagiaires, pères aidants du programme de l'Université de Montréal avec professeur Pelletier. Et on se lie de partenariat là, avec la communauté dans son ensemble, incluant les partenaires du SPVM, par exemple, et du communautaire au travers de la table santé mentale de l'Est. Rapidement, donc, à l'axe 4, la reconnaissance et le soutien de l'implication des membres de l'entourage. Donc, c'est vraiment le soutien du déploiement à la paire aidance famille. Donc, à ce moment-ci, on a des ententes privilégiées avec la SQS et l'ACFAM. On a un père aidant famille à l'urgence, aussi un chargé de projet qui va regarder les problématiques des enjeux. À l'interne, même avant tout ça, il y a eu un très beau leadership qui a été pris par la directrice adjointe au service spécialisé de notre direction sous l'égide du groupe de travail intensif sur l'intégration des proches. On a la chance aussi de faire des collaborations avec le CIUS de la capitale nationale et les travaux de la QRP en ce sens-là également sur un guide par rapport à ça, comment les proches sont accueillis, comment les proches sont intégrés dans les soins et services en santé mentale et sans oublier la ligne père aidant famille là, que vous avez à l'écran comme telle. Et pour
pour conclure, la participation active des personnes utilisatrices de services, eh bien, ça, c'est l'ensemble des programmes de notre direction qui font appel aux patients partenaires et aux proches partenaires. On a mis à jour une procédure de recrutement pour assurer une agilité, puis on s'assure de les intégrer. Donc, notre directeur aussi a fait le choix d'avoir un patient partenaire dans le comité de direction, dans les différents comités de programmation clinique, on les retrouve également, et surtout au niveau de la recherche, donc comité directeur de projet de recherche, dans le transfert de connaissances, là, notamment notre colloque francophone sur les troubles de la personnalité qu'on a tenu en mai dernier, où l'animation était faite là, par un patient partenaire. Au final, la primauté de la personne, c'est une réflexion permanente, accompagnée d'une action. Donc, ce n'est pas juste des réflexions là, comme telles. Il y a une action qui est soutenue pour le mieux-être de tous également. Donc, j'aimerais peut-être vous rappeler en terminant que si vous avez une problématique de santé mentale ou vous vivez actuellement une détresse, eh bien, il y a toujours des ressources qui sont disponibles, que ce soit l'accueil psychosocial en CLSC de votre territoire ou encore le 811 Infosocial, le 211 Grand Montréal ou encore l'ensemble des autres sites web qu'on connaît, teljeune.com, ligneparent.com. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Jennifer Dahac. Ça fait le tour de nos panélistes qu'on avait invités pour vous présenter les diverses initiatives en promotion, prévention et en rétablissement. Comme vous voyez, là, qui se veut inclusive pour soutenir la santé mentale de tous. On serait maintenant rendu à la partie questions et échanges avec nos panélistes. Donc, je vais demander à tous nos panélistes de bien vouloir ouvrir vos caméras et d'ouvrir vos micros au moment où vous allez souhaiter prendre la parole, peut-être en levant la main pour indiquer que vous souhaitez prendre un tour de parole. Je vais débuter avec une question globale, c'est-à-dire en quoi ces innovations, les expériences que vous avez présentées permettent-elles de changer le regard que l'on porte sur la santé mentale et sur le rétablissement? Bien, moi, je trouve que d'abord, c'est que la vision qu'on a de la maladie mentale et de la santé mentale, déjà, c'est tout un sujet. Et moi, ce que je trouve qui est le dénominateur commun, honnêtement, quand on parle qu'on veut regrouper les gens et qu'on soit tous ensemble sur un même pied d'égalité, moi, je dis toujours c'est la santé mentale parce que personne ne peut se permettre de dire « moi, je n'ai pas besoin de m'occuper de ma santé mentale ». Elle s'occupe d'elle-même tout seule. Je pense pas que ça se fait pas comme ça. Alors, moi, le dénominateur, c'est vraiment ça, c'est chaque personne a une santé mentale à préserver. Et quand, mettons, je fais des conférences justement avec des gens, je vais poser la question aux gens, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, autour de vous, peut-être proche, là, je fais un peu par rapport à des étudiants, qui a déjà eu un problème de santé mentale et bon, à chaque fois, toutes les mains sont levées ou pratiquement là. Alors, c'est cette perception-là, c'est qu'on a toujours eu l'impression qu'il y avait eux autres, là, c'est ceux qui ont les problèmes là, de santé mentale, puis les autres qui, eux, en ont jamais, ils en auront jamais, tout ça. Donc, en mettant sur le même pied d'égalité des gens qui sont des gestionnaires, des étudiants, des patients, quel que soit votre statut, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment OK, ça concerne tout le monde. On est tous humains, on a tous des vulnérabilités. Puis moi, ça, je trouve ça important parce que quand tu arrives dans les services ou où que ce soit, si, comme le disait Evelyne si bien, si tu as intégré ça dans ta pratique, ça va changer ta perception de la personne qui arrive devant toi. Là, c'est pas comme on dit, je suis pas une maladie, je suis une personne. C'est pas une dépressive, c'est pas une bipolaire, c'est pas un schizophrène. C'est une personne qui a eu ou a ces problèmes-là dans sa vie. Elle en souffre énormément. C'est très souffrant, j'en sais quelque chose. Mais je peux l'aider, mais d'un point de vue comme humain à humain, personne à personne. Puis moi, c'est une de mes missions, là, de vraiment faire en sorte que tout le monde se sente concerné par le sujet. Merci Mireille. Est-ce que quelqu'un voudrait poursuivre? Oui, Edith. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Mireille, évidemment. Puis en complément, je dirais qu'il y a le côté innovateur
du centre d'apprentissage, c'est l'éveil. C'est l'éveil par le partage des 3 savoirs. Et j'ai eu l'exemple lors d'une formation où à la fin de la formation, on demandait un retour et où des étudiants nous disaient, moi, je vais voir ma profession à venir autrement. Je vais l'appréhender autrement. Avant, je sais que je me disais, voilà comment je vais faire plus tard quand je serai un professionnel. Mais là, maintenant, après les témoignages, je m'aperçois qu'il faut que j'intègre d'autres choses dans ma pratique. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est juste dû à ce mélange de savoir, à ces témoignages. Donc, l'impact, il est considérable parce qu'il y a un côté beaucoup plus humain qui s'ouvre, une approche, une écoute. Et ça, pour moi, c'est vraiment le côté innovateur du centre d'apprentissage et qui se voit tout de suite. Merci beaucoup, Edith. Alors, on vous demandait, dans le fond, en quoi ces innovations et ces expériences permettent de changer le regard sur la santé mentale et le rétablissement. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait ajouter. Je vois dans les commentaires aussi que la santé mentale, c'est vrai que ça concerne tout le monde. C'est la responsabilité de tous. C'est une responsabilité partagée, d'où l'idée de promotion et de prévention, dont faisait mention le thème de l'activité. Catherine et Jennifer. Catherine en premier? Ça sera rapide. En fait, moi, de m'être impliquée depuis 15 ans comme chercheur, 20 ans même, je pense, comme chercheur dans le rétablissement et dans l'innovation, ce que ça m'a apporté, c'est de m'ouvrir à la différence, c'est de m'ouvrir à mes propres vulnérabilités, ralentir mon débit, d'être au rythme. J'ai beaucoup aimé, Evelyne, quand tu as dit se remettre à un rythme qui est plus humain pour les autres, mais plus humain pour nous-mêmes. J'y arrive pas toujours, hein, équipe, je regarde mes règles. En fait, actuellement, nos sociétés, on est dans ce défi du mieux vivre ensemble, d'accepter les différences, que ce soit des différences de vulnérabilité, que ce soit des différences culturelles, que ce soit des différences de langue, que ce soit des différences de genre, que ce soit des différences d'orientation sexuelle, peu importe. En tout cas, j'espère que des modèles comme le Centre d'apprentissage santé et rétablissement feront de nous dans 10 ans, dans 15 ans, puis j'espère plus vite, mais bon, les sociétés évoluent à chacun leur rythme, feront de nous des gens capables de mieux mettre autour de nous des espaces et entre nous des lieux où on va être plus tolérant et où on va être, comme l'a très bien dit Mireille, entre humains. Et c'est d'avoir travaillé au sein du centre d'apprentissage, d'avoir été apprenante, formatrice, d'avoir appris sur ce modèle-là à travers les expériences partout dans le monde que j'ai pu voir. C'est ça que ça m'a changé, c'est l'ouverture à autre chose. Fait que, en tout cas, je nous souhaite cette ouverture à autre chose qui va nous amener à arrêter d'étiqueter, de mettre dans les boîtes les gens. Merci, Catherine. Jennifer? Oui, bien, assurément, je crois que les innovations en santé mentale sont là pour éveiller aussi les décideurs, éveiller les intervenants qui sont souvent aussi pris dans leur quotidien, qui sont pris dans leur routine clinique, dans les enjeux d'accessibilité, de liste d'attente, dans les enjeux d'urgence, de crise psychosociale. Donc, c'est important pour nous là, de continuer cette discussion-là sur les innovations en santé mentale pour ramener tout le travail qui se fait en recherche, pour l'arrimer dans les soins et services au-delà d'une mission d'institut universitaire. Là, ça concerne l'ensemble des directions santé mentale dépendance de la province. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'on va réussir à changer le visage un peu de la santé mentale, de continuer d'en parler, de savoir que nos chercheurs ont des solutions, que le terrain aussi a des solutions et qu'on est en mesure, là, à la fois de façon émergente, de mettre à l'échelle toutes ces bonnes idées.
Merci, Jennifer. J'aimerais faire un lien avec ce que Catherine et Jennifer viennent de mentionner, un lien avec les questions des participants d'aujourd'hui. La première question portait justement sur la diversité culturelle et l'inclusion des personnes des Premières Nations. Est-ce que dans le cadre de vos programmes, de vos activités, quelle place est faite à la diversité culturelle? Est-ce qu'il y a une participation, premièrement, d'une diversité culturelle? Est-ce qu'il y a une possibilité, une réflexion autour de l'adaptation des programmes, des innovations à la culture des personnes? Je peux peut-être répondre pour le Centre d'apprentissage santé rétablissement. Évidemment, nos modèles sont en Australie, sont en Angleterre, sont dans d'autres modèles. Recovery College que j'ai pu visiter où les formations étaient offertes dans plusieurs langues officielles, mais aussi langues des Premières Nations. C'est mon souhait le plus cher que dans 1 an, dans 2 ans, on ait des formations dans plusieurs langues. Actuellement, on assure une certaine diversité, oui, probablement diversité culturelle, diversité en âge, de 20, même 16 ans à 75 ans dans nos formations. Cela étant dit, on souhaite encore plus cette diversité, cette mixité. Il y avait d'ailleurs une question, puis je vais me permettre d'y répondre. Quelqu'un disait, mais comment vous assurez, comment ça se passe la mixité à partir du moment où vous travaillez avec des partenaires où ils pourraient se retrouver dans une même formation, un enseignant avec son étudiant, un intervenant avec son patient, un gestionnaire avec son employé? Bien, on travaille justement avec les partenaires et avec les gens pour s'assurer que ce type de duo-là n'est pas dans les formations. Et c'est tout le travail d'Agnès et de Mireille là, pour s'assurer que les formations soient en parfaite mixité, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas mettre les gens de mêmes organisations ensemble. Et s'ils sont de mêmes organisations, de mêmes groupes, idéalement qu'ils ne soient pas dans un lien hiérarchique, donc, ou dans un lien quelconque. Donc, ça fait partie de notre travail où on force réellement la mixité. Donc, il y a certains Recovery College à travers le monde qui se fient à la mixité naturelle pour créer les groupes. Nous, on force la mixité et on la souhaite et on la contrôle, j'aurais le goût de dire. C'est un drôle de mot. Fait que voilà. Merci beaucoup. Jennifer? Oui, ben en fait, j'ai deux volets à ma réponse. Le premier, comme apprenante du centre d'apprentissage, puisque j'ai eu la chance de l'être, effectivement, la mixité qui sont dans ces groupes-là au centre d'apprentissage est vraiment même heurtante dans le sens où on arrive là, puis on a des étudiants qui sont au baccalauréat, on a des proches aidants qui sont peut-être à la retraite ou certains sont peut-être pas vraiment actifs sur le milieu du travail, on a des patients, on a des intervenants, des gestionnaires, donc dans l'âge aussi, différentes générations, au niveau du sexe également, donc il y a toutes sortes, même au niveau de la culture, donc les éléments de culture et de santé mentale, ce sont des éléments qui sont très importants dans la lecture des trajectoires de soins des patients, bien comprendre la perspective culturelle dès le début du continuum, ça permet aussi d'orienter les patients vers les bonnes ressources, notamment dans le communautaire, notamment proche de chez eux. Pour ce qui est du SUS de l'Est de l'île de Montréal, on travaille actuellement, comme je le mentionnais, au niveau de la lutte à la stigmatisation, des projets en lien avec la psychiatrie transculturelle, donc pour mieux saisir là, les différentes stratégies d'intégration du volet culturel dans les soins et services en santé mentale. Déjà, sur le terrain, il y a une très belle mobilisation dans le RLS Saint-Léonard-Saint-Michel, donc de nos cliniciens là, qui ont déjà commencé à réfléchir en ce sens. Notre IPS aussi en première ligne dans ce RLS-là qui ont déjà mis en place là, même un groupe pour réfléchir là, les dimensions culturelles là, en termes de soins et services en première ligne en santé mentale adulte. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrain. L'idée, c'est de capitaliser aussi à l'intérieur de l'ensemble des programmes et d'avoir un regard qui est aussi celui qui suit la ligne, on va dire, ministérielle, compte tenu que le ministère aussi a déposé une formation dans l'espace d'apprentissage numérique là, qui est dédié notamment à la sécurisation culturelle autochtone. Donc, ce sont des éléments sur lesquels l'ensemble des établissements travaillent, puis particulièrement dans l'Est de l'île, on est très sensible à ces sujets-là.
Merci beaucoup à vous tous. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Je passerai dans ce cas à la prochaine question des participants également qui portait sur le croisement des savoirs, la diversité des savoirs. Donc, notamment, on a un participant qui mentionnait la distinction entre le vécu expérientiel et le savoir expérientiel. Donc, le vécu précède le savoir sur son propre vécu. Et donc, quelqu'un aimerait qu'on élabore davantage sur l'aspect du croisement des savoirs parce que ça constitue une richesse insoupçonnée là, à développer pour apprendre à lutter contre la stigmatisation. Donc, peut-être dans l'expérience des groupes de formation et également de quelle manière le croisement des savoirs est tenu en compte et est encouragé dans le plan de primauté de la personne. Je vais laisser Mireille commencer. Moi, c'est plutôt, je laisse la primauté de la personne à Jennifer, mais tu connais un peu. Mais pour le croisement des savoirs au centre, dans les formations, on parle de savoir expérientiel, clinique, pratique et théorique. Et ce qui est intéressant ou qui est défi, je dirais plutôt même, c'est que parce que moi, j'essaie de suivre un peu les gens qui développent les formations et c'est justement de ne pas faire le fameux cours magistral avec toute la théorie et les gens sont juste des récipients qui reçoivent des connaissances. Bon, c'est vraiment ce qui est particulier, puis ça déroute beaucoup, ça déstabilise les gens qui font une première fois la formation, moi y compris. C'est ce modèle d'interactivité continuelle et d'avoir le sentiment que tout le monde a une parole, tout le monde a quelque chose à partager. Ils peuvent pas le faire s'ils veulent, mais je veux dire, ils y ont droit, il y a une place pour ça. Et si on apporte, par exemple, moi, si j'ai une formation justement avec Edith, si on apporte sur le stress, alors si on apporte une diapositive sur un aspect plus théorique de la chercheure Sonia Lupien, par exemple, des trucs comme ça, c'est bien, mais au-delà de ça, on va partir et on va faire résonner les gens sur leur expérience par rapport à ce qu'on leur propose comme concept. C'est pas quelque chose de définitif, de dire, regardez, nous, la vérité, là, on l'a. Alors, c'est ça. Le stress, c'est ça. Non, on va proposer, on propose et les gens enrichissent leur savoir par la pratique. Alors, quand c'est des cliniciens, des gens qui interviennent, quand c'est des gens qui ont un savoir expérientiel ou un vécu, comme dirait quelqu'un, ça, c'est un autre sujet à discuter, mais c'est là qu'on le voit, comment est-ce que c'est vivant et que quelqu'un qui fait une formation un jour avec nous, mettons avec Edith et moi, s'il revient dans un autre groupe, ça ne sera pas pareil. Parce que il va tout ce qui va être partagé en savoir, que ce soit clinique, expérientielle ou autre, va donner un autre résultat. Donc, c'est vraiment très vivant. Moi, c'est ça que je trouve intéressant et c'est pour ça que je pense que les gens sont déroutés au début parce qu'habituellement, oui, tu participes, mais tu réponds à des questions, tu sais, c'est comme un peu plus passif. Là, tu participes à construire le savoir, co-construire les savoirs. Puis moi, c'est ça le défi pour nous comme des formatrices, de s'assurer que dans la formation, on donne une place aux trois savoirs. Il y a vraiment ces trois aspects-là qui sont toujours amenés, discutés, soutenus. Merci Mireille. Est-ce que nos co-formatrices aimeraient ajouter quelque chose? Oui, Evelyne? Mais c'était quand même bien complet, Mireille. Fait que ça résume bien quand même ce que moi je voulais dire, mais ce que j'ajouterais, c'est que pour justement faire émerger les trois savoirs, on utilise, oui, le grand groupe, mais dans chaque formation, pour avoir été autant apprenante que formatrice, ça a été pensé aussi pour avoir des fois des sous-groupes ou certaines activités qui nous mettent en action, qui nous amènent à faire émerger certaines réflexions, qui ne nous impliquent pas nécessairement tout le temps personnellement, parce qu'on peut aussi être dans une volonté de plus en mode écoute plutôt qu'en mode échange. Mais c'est sûr que le but de ces formations-là, c'est d'être justement dans un mode échange parce que c'est ce qui fait la richesse, en fait, puis que les savoirs s'élèvent, en fait, à ce moment-là, puis qu'on a vraiment la perception de chacun. Donc, c'est ça. Fait que ça nous permet aussi en petit groupe de peut-être se sentir un peu plus à l'aise. Aussi d'échanger, de donner notre perception si on est un peu plus introverti, par exemple, ou des choses comme ça. Mais sinon, c'est un peu ce type d'activité-là qui nous permet
de faire émerger chacun des savoirs pour ensuite, exemple, ordonner un autre petit bloc de théorie qui va compléter ce qu'on vient de faire ou qui va juste aller un petit peu plus loin puis qui va ramener les gens à encore échanger sur leur perception de ce qu'on vient de discuter. Parce que comme disait Mireille, la théorie, ce n'est pas tout, là, donc ce n'est pas la vérité infuse qu'on est en train de démontrer en avant. Puis effectivement, pour avoir discuté avec certaines personnes qui ont fait la formation, ça amène un certain, pour ceux qui sont habitués à des formations plus magistrales, ça amène vraiment un inconfort au début pour ensuite, je pense, faire place à justement cette ouverture-là, puis cette richesse-là, puis voir ça différemment finalement, puis voir la plus-value de ces 3 échanges-là. Voilà. Merci, Evelyne. Je rajouterais aussi, oui, en fait, je rajouterais que la mixité des savoirs, ça commence aussi par un propre regard sur sa propre compréhension, sa propre capacité d'assurer un minimum d'autodivulgation, par exemple, dans un contexte aussi bien protégé, qui fait aussi fi là, des éléments déontologiques dans lesquels on est, etc., comme intervenant ou comme gestionnaire. Donc, je pense que c'est la capacité minimalement de s'ouvrir puis de dire, dans le fond, ben voici, c'est une expérience vécue, soit par un patient, soit par un proche dans mon entourage ou même, voilà, un cas clinique donné par lequel j'ai pu tirer certaines autres connaissances et venir l'amener un peu là, dans les réflexions d'organisation et soins-services quand la question se pose. C'est aussi à la direction le fait qu'on a choisi d'avoir un patient partenaire autour de la table dans un comité de gestion, par exemple. C'est le fait d'avoir aussi nos patients et proches partenaires dans d'autres comités là, qui soutiennent la réflexion de la direction dans son ensemble, à la recherche également. Donc, je pense que c'est de s'entourer aussi là, de cette mixité de savoir. C'est comme ça qu'on est en mesure, là, à la fois personnellement, de se dégager un espace suffisamment protégé pour en parler et aussi de se nourrir de la perspective des autres. Merci, Jennifer. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter, Catherine? Valérie, peut-être tu avais dans ta question la distinction de vécu et savoir expérientiel. Pour nous, c'est une distinction importante. En fait, je pense que je vais dire au nous, là, je pense qu'au centre d'apprentissage, nous croyons que toute personne a un vécu au cours de sa vie en différents niveaux avec la santé, maladie mentale, vulnérabilité de santé mentale, peu importe comment vous appelez ça. En fait, mais pas tous vont utiliser ce vécu pour en faire un savoir expérientiel. C'est-à-dire que le savoir expérientiel, c'est utiliser son vécu, avoir eu une certaine réflexion face à son vécu qui nous permettent de regarder son parcours et d'identifier des éléments clés, des stratégies, des constats qui peuvent être utiles pour les autres dans leur propre parcours d'être humain. Donc, ça fait d'ailleurs partie de la formation des formateurs, comment transformer son vécu en savoir expérientiel. Donc, pour nous, c'est une distinction importante. Et l'idée des groupes, c'est pas « venons partager notre vécu ». On n'est pas dans ça. On est dans mettre à l'honneur les différents types de savoirs, dont en particulier le savoir expérientiel. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait paix avec ce vécu-là et veut pendant 15 minutes mobiliser le groupe avec son témoignage, son vécu, parce qu'il est souffrant, ce vécu-là, bien, ce n'est pas la place dans les formations. Donc, il faut un certain recul et souvent, on va demander aux gens, même si c'est toujours très intéressant de discuter entre êtres humains de nos vécus, hein, on fait ça avec nos amis, nos familles, nos collègues. Dans le cadre des formations, on va demander aux gens, faites ressortir plutôt dans votre témoignage les savoirs issus de votre vécu qui peuvent être utiles aux autres, les constats que vous avez faits. Donc, ça demande un certain recul, je dirais. Fait que voilà. Merci, Catherine. Est-ce que Edith voudrait ajouter quelque chose? Ça va. Alors, il nous reste 4 minutes à la rencontre d'aujourd'hui. Je vais me lancer avec une dernière petite question avant de faire mon petit mot de conclusion, juste pour demander à nos panélistes quelle stratégie de sensibilisation vous utilisez au quotidien, vous, pour changer le regard qu'on porte sur la maladie mentale et sur la santé mentale. Mireille?
vu que ça fait un moment que je l'utilise. On appelle ça la stratégie de contact direct. Hein. Ils disent que c'est une des meilleures façons de déstigmatiser puis je dirais que vu que je me suis pas mal exposée au grand jour en écrivant un livre et mes conférences, etc., maintenant, assez rapidement, dans une discussion personnelle, professionnelle et autre, je vais glisser, sans le forcer, je vais trouver une façon d'amener mon expérience, mon savoir sur la maladie mentale. Puis, moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça a été positif. Parce qu'on dirait que le fait que je me permette de m'ouvrir sur mes vulnérabilités, l'autre personne fait « Ah, mais si elle le fait, ben moi, peut-être que je pourrais le faire aussi. » Parce que j'ai même eu un témoignage d'une personne qui était une apprenante dans notre formation et qui disait « Moi, le fait que vous ayez dit au départ, c'est sur la résilience, que vous avez fait une dépression, comment c'est un chemin de rétablissement, etc. » Elle dit, moi, j'en avais fait 2. J'en parlais avec des gens proches de moi, mais là, elle était une psychoéducatrice. Elle dit, ça me donné envie je pense que je serais prête, là, un peu plus m'ouvrir. Fait il faut y aller à son rythme. Il ne faut jamais, jamais, jamais forcer. Moi, ça a été un long cheminement pour en arriver à m'exposer comme ça, mais je le vois, l'impact. C'est vrai que la stratégie de contact direct, ça a toujours quelque chose de positif. Merci, Mireille. Est-ce que quelqu'un voudrait poursuivre? Oui, ben en fait, peut-être je renchérirais là-dessus d'un point de vue peut-être plus organisationnel. Je pense que une des façons aussi de garder ça sur le top de la liste de priorités, c'est d'en parler. Là. Donc, toutes les semaines de sensibilisation, les activités là, qui passent au travers du calendrier annuel, que ce soit, par exemple, dans certaines rencontres particulières de réflexion à l'interne sur l'organisation des soins et services ou de rapporter aussi les meilleures données probantes quand il y a un papier qui sort en ce sens-là. Donc, je pense que c'est aussi une façon, on va dire, d'un point de vue organisationnel, aussi de ramener ce sujet-là, dans le fond, dans les discussions au quotidien. Merci beaucoup. Et le mot de la fin irait à... Catherine, Evelyne? Evelyne, tu voulais y aller? Ben, en fait, c'était en lien avec la question. Tu voulais que je fasse vraiment un mot de fin? Je peux faire un mot de fin, mais je peux répondre à la question avant qu'on parte. Oui. En fait, moi, ma stratégie pour diminuer la stigmatisation, tout ça, c'est vraiment en parlant, en faisant de la sensibilisation autour de moi, en parlant des succès aussi, en arrêtant de parler juste des défis, mais parler des succès, mais de le faire aussi avec les gens qui vivent avec la problématique, d'enlever cette espèce d'étiquette-là puis de les amener à s'identifier à autre chose que juste un symptôme. Puis je pense qu'en valorisant aussi la présence de pères aidants dans nos équipes, pour moi, ça, c'est tellement riche. Nous, on en a une personne père aidante dans nos équipes. Fait qu'en valorisant ça, tant auprès de la clientèle, mais de la communauté, de dire l'apport que ça a, je pense que ça, en tout cas, c'est ma façon à moi là, de participer d'une certaine façon là, à diminuer la stigmatisation. Et en plus, intégrer des pères aidants, Evelyne, ça fait partie du plan d'action. Effectivement. Donc, de la personne, alors oui. C'est tout à fait. On est cohérent avec le plan d'action. La boucle est bouclée. Absolument. Et je vous remercie beaucoup, chacune d'entre vous, tous les panélistes, pour vos généreux témoignages et présentations. Je remercie également Jonathan Brouillard, le directeur des programmes santé mentale, dépendance, itinérance, et vous tous, les participants, pour vos questions, les échanges dans le fil de discussion qui sont très intéressants. On n'a pas pu tous les nommer, mais je pense que vous suivez là, de votre côté également. Et il y a des échanges intéressants qui se tiennent. Alors, merci beaucoup d'avoir permis de dynamiser cette activité. Et comme je vous mentionnais, l'activité est enregistrée, donc vous pourrez la revisionner d'ici quelques semaines. On vous tiendra informé lorsqu'elle sera disponible et on vous tiendra également informé de nos prochaines activités parce que c'était la première du début d'une série d'activités en transfert de connaissances du Bureau de la mission universitaire de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Merci encore à chacune d'entre vous, donc Catherine, Mireille, Édith, Evelyne et Jennifer. Jean-François. Merci à toi, Valérie. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Prenez soin de votre santé. Toutes les santé.